La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et tous dans Destin de femme sur Sud Radio. Votre rendez-vous du samedi à 13h30, c'est une émission inspirée du livre de Valérie Pérez. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de l'écrivaine Dounia Hadni, qui nous vient avec l'Archouma. Son premier roman chez Albin Michel. Dounia, vous avez quitté le Maroc à 18 ans pour vous installer à Paris, devenir journaliste. Vous êtes passé par chez nos confrères de chez Libération pour finalement vous consacrer à l'écriture. Et le voilà donc, votre premier livre d'une longue lignée, on l'espère pour vous. Vous allez nous raconter tout ça. Bienvenue sur Sud Radio, Dounia Hadni. Merci Judith. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Dounia, on a 4 questions, ou 5 d'ailleurs, dans cette émission qu'on pose à toutes les femmes pour savoir un peu comment elles se positionnent. Donc vous allez avoir la grande liberté de dire tout ce que vous avez envie, surtout parlons vrai sur Sud Radio. On commence par la première. Dounia Hadni, quelle est votre définition du féminisme ? Alors, le féminisme, pour moi, il n'y a pas un seul féminisme, il y a plusieurs façons d'être féministe et je pense qu'il faut prendre en compte les différents contextes dans lesquels on est femme pour comprendre le féminisme. Par exemple, je ne pense pas qu'il doit y avoir un seul féminisme dominant à l'occidental, par exemple. Je pense par exemple qu'il y a différents féminismes musulmans et que c'est important aussi de prendre ça en compte. Voilà, je pense pas qu'il y ait un féminisme monolithique en réalité. Alors dans votre livre, vous nous disiez notamment que il y a un axe sur le voile en fait, et que le voile, vous en foutez du voile et que ça doit pas être un sujet finalement. Alors moi, ça a résonné tout particulièrement chez moi forcément avec ce qui se passe en ce moment, avec nos sœurs iraniennes qui se battent pour le droit à ne pas le porter et certaines françaises qui se battent pour le droit à le porter. Et c'est un combat féministe selon elles. Donc effectivement, comment vous interprétez ça, vous, justement, en tant que féministe, de que ça devienne un combat de ce droit-là? Je pense que, et c'est très clair dans le roman, ma narratrice qui s'appelle Cilia, en fait, en réalité, elle n'en peut plus qu'on parle à la place des concernés. Quels que soient les concernés. C'est-à-dire que les personnes, évidemment les femmes qui portent le voile alors qu'elles n'ont pas choisi de le porter, c'est intolérable pour Cilia et pour moi y compris. Bien sûr. Et comme en fait les femmes qui veulent le porter, qui le portent et qui sont réduites qui sont réifiées et qui sont auxquelles en fait on nie la capacité, le choix de décider, de délibération. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que les hommes, ils peuvent être féministes selon vous? Oui, bien sûr. Ouais. Vous avez des exemples autour de vous? Oui, j'ai des exemples. Après, j'ai des exemples qui sont insuffisants. Mais comme pour les femmes, finalement, je ne sais pas si on peut être vraiment totalement et pleinement féministe. Je pense que c'est comme les identités en réalité. Je pense que c'est quelque chose qui est en mouvement. Je pense qu'on doit se battre constamment pour rester féministe et que c'est quelque chose qui est en mouvement et à laquelle on doit s'adapter finalement, hommes comme femmes. Enfin, je pense qu'il y a des hommes qui pensent l'être et qui finalement n'y arrivent pas parce que c'est des choses qui les dépassent, parce que ils ne vivent pas certaines pressions dans leur chair et qu'ils peuvent pas comprendre forcément. D'où, je pense aussi, l'invention d'une certaine intersectionnalité dans les féminismes, puisque les minorités s'y reconnaissent en fait, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Je n'ai pas d'idée arrêtée sur la question. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que le droit des femmes a des difficultés à avancer? On parle de la France, évidemment. Pourquoi ça avance aussi doucement ou pas aussi vite qu'on voudrait? Je pense que ça avance, bien. Je pense que au Maroc, comme en France, parce que, en l'occurrence, dans mon livre, je parle vraiment de la condition des femmes au Maroc aussi. Ça avance, mais ça avance. Enfin, je veux dire, il y a toujours des progrès à faire et je pense qu'il faut vraiment écouter toutes les femmes et leur donner la possibilité, la même place pour s'exprimer dans les médias surtout. Parce que quand on leur donne trop de place, on dit qu'il y a une espèce d'hystérisation du débat aussi. Donc c'est toujours une histoire d'image en fait qu'on s'en fait. C'est ça le problème dans notre société. Je vois pas du tout honnêtement, je vois pas ce qu'il y a d'hystérique, ce qu'il peut y avoir d'hystérique. Ça dépend des revendications, quoi. C'est-à-dire
Bah, il y a un certain type de féministes qu'on va dire qui parlent plus fort que les autres. Et celles-là sont souvent targuées d'hystériques. Peut-être après, je pense que aussi quand on prive des personnes de parole pendant longtemps, ben forcément, quand elles l'ont, ben ça peut donner des réactions un peu fortes et un peu explosives entre guillemets. Mais je pense que ça doit pas être une raison de pas les écouter taire et de censurer des paroles. Oui. Donc c'est compréhensible en fait pour vous et ça doit passer par la voix portée quoi, aussi. Oui, encore une fois, ça dépend de. Mais c'est ce que vous faites parlez, mais... en même temps, un petit peu, en écrivant ce livre. Vous portez haut et fort votre voix, même si c'est un roman. Il y a évidemment beaucoup de votre histoire personnelle dedans. C'est un peu un pamphlet pour la liberté, quoi. Oui, c'est une. Ce que j'ai voulu raconter, c'est une histoire qu'on n'entend pas justement. C'est comment, en fait, à cause des injonctions au Maroc, mais aussi en France, y compris dans des milieux privilégiés, intellectuels, etc. Mais en fait, on peut être ramené toujours au silence, en fait, parce que toujours ramené, enfermé dans des cases et que, enfin, au bout d'un moment, c'est insupportable. C'est insupportable et ça peut attaquer la santé mentale, comme ça a été le cas pour ma narratrice Cilia, qui s'est retrouvée quand même en état de décompensation psychique et c'est une histoire personnelle, ça aussi ? Ça m'est arrivé, oui. Qu'est-ce qui fait que le droit des femmes, il bouge, par contre, dans le bon sens, selon vous ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Ouais. Vous avez le droit. On parle vrai sur Sud Radio, on va parler un peu de vous. Simone de Beauvoir nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Est-ce qu'il y a un moment en particulier où vous êtes devenue femme, Dounia ? Je pense qu'en écrivant ce livre, oui, je suis... vous avez accouché d'un bébé, quoi, un peu. Oui, c'est ça, tout à fait. Je pense que j'ai pas décidé en réalité d'être féministe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est imposé de lui-même. Comme je n'ai pas décidé, par exemple, de grandir dans la honte, dans la chouma, qui veut dire la honte en arabe, et donc, on va y revenir, dans cette espèce de conditionnement du corps, du poids des apparences, du culte des traditions, etc. J'ai pas choisi de grandir là-dedans. J'ai pas choisi non plus d'être confrontée à un certain racisme en arrivant en France. Voilà, je pense que l'identité, c'est quelque chose qui est en mouvement et comme le féminisme, ce que je disais tout à l'heure. Alors ce titre, l'Archouma, justement, donc c'est la honte en arabe, ça décrit cette honte aussi profondément ancrée, pas que chez les femmes, mais dans l'esprit et le corps de nombreux Marocains, comme quelque chose qu'il faut déconstruire en fait, et qui est dû à un poids énorme de la société, quoi, en fait. C'est ça que vous racontez. Et c'est ça dont il faut se détacher. Est-ce que vous avez l'impression d'ouvrir un peu la voie ? J'espère. En tout cas, moi, ce que j'ai essayé vraiment de dire dans mon livre, c'est pas du tout d'avoir une posture surplombante, moralisatrice. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Cilia, justement, c'est qu'elle hérite en fait de cette violence de la société, de son milieu, etc. Mais en fait, elle aussi, finalement, reproduit cette violence malgré elle, alors qu'elle s'était jurée de ne pas le faire. Je donne un exemple précis. À un moment dans le livre, donc, la mère de la narratrice, la mère de Cilia, la traite de pute parce qu'elle tombe sur des tampons. Et donc, évidemment, Cilia, ça l'a traumatisée et elle s'est promise à ce moment-là de ne jamais faire ça à qui que ce soit. Et quelques années après, elle se retrouve avec sa sœur... et à lui dire, à la traiter de tous les noms parce qu'elle tombe sur des préservatifs, en fait. Donc en réalité, c'est comment ça nous dépasse, comment ça dépasse Cilia, comment ça a dépassé sa mère, comment ça dépasse... C'est une transgénérationnalité du subconscient, presque, en fait, quand on vous écoute. Oui. Ouais, tout à fait. Et je pense que c'est quelque chose de systémique et qu'il faut dénoncer. Et je pense qu'il faut légiférer, il faut faire de l'éducation, enfin voilà. C'est pas pour fustiger. Et ce conditionnement du corps d'une mère qu'on découvre quand même très aimante aussi, parce qu'elle aime sa fille clairement, et elle est en même temps écrasée par ces dictates de la société qu'elle lui impose aussi, mais par amour en fait. Donc c'est ça qui est difficile, je suppose pour Cilia aussi, c'est de savoir que c'est fait par amour, quoi. Cette haine, elle est faite par amour. Oui, en fait, sa mère, elle veut protéger son enfant. Elle a peur pour son enfant. Dans un pays où les relations sexuelles hors mariage sont pénalement répréhensibles
par la loi, où c'est totalement, c'est vu comme quelque chose comme une espèce de malédiction, quelque chose de honteux vraiment réellement, ben forcément elle veut préserver sa fille de ça. Enfin, c'est comme la nounou de Cilia aussi. Qui lui dit de fermer les jambes. Ouais, elle lui dit tu fais ce que tu veux tant que tu gardes tes jambes fermées. C'est d'une violence qui est terrible, et c'est d'une violence verbale, une violence corporelle, une violence morale. Mais en fait, qui la suit en plus, dont elle a du mal à se détacher. Elle a du mal à se détacher, même quand elle est totalement libérée de ses mouvements, etc. En France, par exemple. Donc ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est le non-dit, en fait. C'est un non-dit qui pèse plus fort parfois que les mots, quoi. Le non-dit, enfin, les mots ont leur charge aussi. C'est-à-dire que en arabe, dans l'arabe dialectal, la darija, quand on parle de sexualité, il y a déjà très peu de mots pour en parler, et c'est toujours très cru, très violent. Donc en fait, évidemment, quand on doit parler crûment d'une réalité qui n'est pas censée être sale, qui n'est pas censée être honteuse, et ben ça conditionne tellement de choses. Ça conditionne notre attitude, ça conditionne notre rapport à la langue, et ça peut faire vriller en fait plein de jeunes et plein de gens. Et ce qui se passe, c'est ce qui arrive à Cilia. Oui. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio pour Destin de femme avec l'écrivaine Dounia Hadni et son premier roman L'Archouma, c'est sorti chez Albin Michel. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission qui vous raconte les femmes qui s'engagent pour la République et dans leur chemin. Tout simplement, vous êtes en compagnie de l'écrivaine Dounia Hadni qui nous vient avec L'Archouma, c'est son premier roman et c'est sorti chez Albin Michel. Alors Dounia, jamais assez marocaine ni jamais assez française. Ça, c'est un truc qui est marquant aussi dans votre livre. Je vous cite: je ne suis ni une racisée, ni une francisée, ni une assimilée, ni une blédarde, ni une islamo-gauchiste, ni une islamophobe, ni une bobo, ni une musulmane pratiquante, ni une musulmane non pratiquante. Et surtout, je m'en fous du voile. Bon, le voile, on en a déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces étiquettes sont des étiquettes que colle la société en permanence. Alors là, on parle de la société française, clairement. Comme si on avait besoin de ranger les gens dans des cases pour se rassurer, en fait, pour être dans le connu, quoi. C'est un peu ça. Et ça, c'est quelque chose auquel vous avez été confronté directement. Oui, tout à fait. J'ai été confrontée à ça très vite quand je suis arrivée, quand j'étais étudiante en classe préparatoire. Dès qu'il y avait une chanson, dans le livre, je cite la chanson Aïcha de Chap Khaled que tout le monde connaît. Donc en fait, c'était ma chanson. Donc oui, Cilia, c'est ta chanson. Alors oui, bien sûr, ça peut amuser, mais 2 minutes, quand ça devient, quelque chose de répétitif, c'est fatigant. Et puis aussi, je sais pas, par exemple, Cilia, quand elle boit de l'alcool ou quand elle mange du porc, elle est confrontée à un regard parfois qui est approbateur, mais parce elle colle finalement elle est totalement assimilée de ce côté-là, et en fait, ce regard-là, c'est pesant aussi. Donc l'approbation dans ce regard, c'est comme si tout d'un coup, ça la validait alors qu'elle a pas besoin de. Pour elle, c'est pas un élément, quoi. Manger un morceau de saucisson ou un verre de vin. C'est tout à fait comme le fait de pas avoir d'accent ou d'en avoir. Enfin, ça n'a aucun. Elle rejette pas le fait d'être marocaine. Alors c'est ça ce qui est particulier aussi dans cette histoire, c'est que Cilia n'est pas une enfant d'immigrés. Née ici. Non, c'est une enfant de grande famille marocaine. C'est une enfant d'une famille privilégiée au Maroc qui arrive à 18 ans. Donc c'est pas la même chose. C'est encore différent, la question de l'identité. C'est-à-dire qu'elle est pleinement marocaine et elle arrive en France et donc c'est pas pareil. Mais je pense que ce livre, il peut parler aussi à des gens issus de l'immigration. Oui, parce qu'ils vivent la même chose. Parce que oui, ils sont habités forcément, ils sont construits par différentes identités, par des valeurs qui peuvent parfois se heurter et être contradictoires, et parfois ils ont du mal à se placer parce que c'est pas simple. Et alors vous, il y a une autre étiquette, enfin pour Cilia en tout cas, il y a une autre étiquette qui est l'étiquette de bourgeoise en fait, puisque c'est une grande famille et qu'elle est habillée en marque et que quand ses parents descendent à Paris, ils descendent à Saint-Germain-des-Prés. Donc ça aussi, c'est une espèce de dichotomie dans l'image qu'on se fait de l'immigré en fait, ou de l'immigration en général. On n'imagine pas qu'il y a aussi des grandes familles qui ont des appartements à Saint-Germain. Et donc pour elle, la normalité du verre de vin et du morceau de saucisson va avec en fait cet appartement-là aussi. C'est-à-dire qu'elle a été élevée comme ça malgré tout, même si sa mère lui dit le contraire. Oui,
Oui, en fait, oui, c'est vrai que quand elle arrive dans un quotidien de gauche, en fait, elle se rend compte qu'elle est une anomalie parce que elle est issue d'une minorité. Enfin, les Arabes sont minoritaires. Dans les rédactions, ça je vous l'apprends pas, mais sauf que c'est une minorité qui n'est pas là où on l'attend. C'est-à-dire que oui, elle a de l'argent, elle est privilégiée. Ce n'est pas une Arabe de cité ou de quartier ou une Marocaine qu'on doit sauver. Et elle vote pas LFI, quoi, a priori. A priori, non. Ouais. Alors c'est pas dit dans le livre, mais oui. Oui, parce que vous parlez du voile des insoumis aussi à un moment donné, donc moi ça a tilté forcément. Et alors, il y a aussi son mari, qui est à la base un bon Français, qui fait le chemin inverse, lui, qui va aller se convertir parce qu'il faut se convertir pour épouser une Marocaine, même s'il le fait juste comme ça, voilà, et qui fait un chemin inverse en fait, c'est-à-dire qu'il épouse une Marocaine dans son pays de la liberté et il fait un chemin inverse dans la considération de sa femme. Lui, finalement, ça l'arrange de l'avoir sous le coude, quoi, j'ai envie de dire. Non, oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose d'universel. Voilà. Je pense que c'est contrôler des femmes ou penser qu'on peut les protéger, c'est quelque chose qui la protection, c'est du contrôle en fait. C'est du contrôle, oui, parce qu'elle est protégée sous couvert d'être protégée par ses parents, etc. C'est vraiment du contrôle. Ses parents font quand même appel à un détective privé pour être sûr qu'elle fréquente pas un mec dangereux, alors que c'était juste un petit voyou. Un zadiste, presque. Ouais, c'est ça, voilà. Donc oui, et puis d'ailleurs, c'est pour ça que je parle et que je me réfère beaucoup au personnage de Mabel dans Une femme sous influence de Cassavetes. Oui, on va en parler justement. Oui. Justement, cette Mabel qui est jouée par Gina Rolands dans Une femme sous influence de John Cassavetes, c'est sorti en 1974. C'est une référence centrale du roman. Alors moi, ce qui m'a marqué personnellement dans ce film, qui m'a beaucoup marqué, je pense qu'il a marqué une génération ou plusieurs générations de femmes, c'est la magnifique interprétation déjà de Gina. Et c'est combien elle est enfermée malgré elle dans des convenances qui la rendent tout simplement folle, parce qu'elle essaye en fait de le faire quand même, mais elle n'est pas faite pour ça. Et en fait, elle pète les plombs, quoi, un peu comme votre personnage à un moment donné, qui n'en peut plus d'être dans un carcan qu'il n'a pas choisi en fait, et qui est un carcan permanent, qu'elle soit dans un pays ou dans l'autre, quoi. C'est pour ça qu'elle vous a tellement touchée aussi. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'elle m'a touchée et qu'elle m'a bouleversée, parce que c'est une femme qui se bat pour être entendue alors que personne ne l'entend. Et en fait, ça, elle ne lâche pas ça du début jusqu'à la fin du film. Même après un passage en hôpital psychiatrique, quand elle revient, elle n'arrive pas en fait à se fondre dans aucun moule. Elle n'arrive pas malgré sa volonté. Donc elle est vraiment fondamentalement et viscéralement libre. Et ça vraiment, ça me bouleverse. Et puis c'est quand même, c'est d'autant plus touchant que c'est une femme mère de famille qui évolue dans les années 70 dans la middle class américaine, etc. A priori, elle est tellement loin de Cilia et tellement proche, et tellement loin de moi, et en fait tellement proche. Et pour qui vous l'écrivez ce livre? Pour vous, pour les auditeurs, pour tous ceux qui vont, pour mes futurs lecteurs. Et surtout pour les personnes qui vraiment vivent sous des injonctions, qui ont plusieurs identités. Parce qu'en fait, c'est une histoire dans la littérature. Le coup, quand même, hein. Ouais. Voilà. Dans le prisme littéraire aujourd'hui, moi, en tant que lectrice, je ne trouve pas de modèle, ou pas assez, en fait, de modèle, de référence. Le fait que je sois happée par par Mabel comme modèle, c'est parlant. Ça parle de lui-même, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas m'identifier, en fait, à des personnages dans le cinéma, dans le théâtre, ou même dans la littérature. Parce que, en fait, même dans les livres, alors oui, bien sûr, il y a vous parlez de femmes arabes, c'est ça? Il n'y a pas de femme arabe à laquelle vous puissiez vous identifier? Non. Mais finalement, est-ce que c'est important, ça? Oui, bien sûr. Vous venez de dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que cette Mabel, elle est blonde et que Cilia, elle est brune, et qu'en fait, elles se rejoignent complètement dans le combat. Le combat des femmes, vous ne croyez pas qu'il est universel, quelle que soit la couleur de cheveux? Bien sûr qu'il est universel, mais je pense que c'est quand même important d'avoir des référents, d'avoir des personnalités, des rôles modèles, quoi. En fait, dans lesquels on peut se reconnaître, auxquels on peut s'identifier, ou pas forcément s'identifier, mais où il y a un vrai
un vrai lien. Je pense que c'est important. Sinon, on est déconnecté du monde. Sinon, on n'existe pas. Notre parole n'existe pas. On est quand même différents. Bien sûr, il y a des valeurs universelles, mais on vient pas du même contexte. On vient pas de la même culture. On vient pas. Voilà, je pense que c'est pas interchangeable. Donc du coup, pour vous, c'est important de marquer le coup aussi pour les jeunes filles qui viennent derrière vous, quoi, aussi, potentiellement. Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est de leur donner des clés, quoi. Je n'ai pas cette prétention-là, mais sinon, parce qu'elle se libère à la fin. Elle lutte pour sa liberté, en tout cas. Le fait de lutter pour sa liberté, c'est déjà être libre, de pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vais pas vous contredire. Votre mère, elle l'a lu, votre livre? Et qu'est-ce qu'elle en a pensé, alors? Elle le trouve très, très fort. Et elle trouve que c'est nécessaire qu'il soit lu. D'accord. Par des jeunes femmes et par des parents aussi. Et votre père aussi, il l'a lu? Oui. Et pareil? Il adore aussi. Ah, mais donc en fait... C'est mon premier fan club. Donc pour vous, c'était important aussi de marquer le coup avec votre famille, du coup? J'ai envie de dire. Qu'il l'accueille bien, c'est important. Qu'il l'accueille bien, bien sûr que c'est important. Après, ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est pas un journal intime, c'est un roman sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Ça a été un travail artisanal. Extrêmement bien écrit, hein, je le dis. Merci. Je l'ai lu pendant une insomnie. Voilà. Parfait. Et je l'ai lu vraiment d'un trait. Qu'est-ce que vous avez, si vous aviez un souhait aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait, Dunia Hadni? Qu'on puisse entendre de nouvelles voix, en fait, en littérature, dans les arts, que ce soit au Maroc ou en France. Vraiment, des voix hybrides, des voix qui dérangent parfois, des voix qui ne sont pas attendues. Je trouve que c'est hyper important, c'est hyper riche, on ne peut en sortir que grandi, qu'on soit d'accord ou pas. C'est vrai. Est-ce que vous avez un dernier message à passer à nos auditrices, à nos auditeurs avant qu'on se quitte? Lisez l'Archouma, mais... Bon, ça, j'allais le dire, parce que je le recommande fortement, effectivement. Vous l'avez écrit en combien de temps, ce livre? Ça m'a pris 3 ans. Ah oui, avec une coupure de 1 an au milieu. Ouais. Oui, parce que vous avez dû respirer entre-temps? Parce que je me suis retrouvée bloquée dans l'écriture, après j'ai dû reprendre... C'est compliqué d'écrire un livre. Ouais, c'est très compliqué, et c'est compliqué. Mais en même temps, il n'y a pas plus satisfaisant, quoi, quand ça sort. Ouais, c'est ça. Eh ben, bravo en tout cas. Merci bravo beaucoup, pour votre engagement, merci bravo pour votre premier livre. Je vous reconseille du coup à tous et à toutes évidemment l'Archouma, le tout dernier livre, le tout premier livre de Dunia Hadni qui est très très agréable à lire et qui parle de choses qui nous touchent tous. C'est chez Albin Michel et c'est chez tous les bons libraires. Merci beaucoup Dunia Hadni. Merci. Nous on a rendez-vous demain 19h pour cet excellent et samedi prochain 13h30 pour un nouveau Destin de femme. Je vous embrasse, à plus tard, bye. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.